Bonsoir à tous les amis, quel plaisir de vous retrouver pour cette soirée de football qu'on annonçait peut-être un peu midesque, un peu tiède, pas forcément emballante, parce que oui, il n'y a pas le Paris Saint-Germain, il n'y a pas le Real Madrid, il y a pas les grosses équipes, il n'y a pas voilà, les porte-étendards. Et bien franchement, ceux qui ont regardé déjà le Carabao Newcastle et puis cette soirée Ligue des Champions, si vous me dites que vous n'avez pas pris votre pied entre le Bruges Atletico 3-3 et également ce dinguissime, il n'y a pas d'autre terme, Bodo Glimt Inter, bah vous êtes des menteurs. Parce que honnêtement, alors moi il m'en faut très très peu, hein, vous me connaissez, on me donne quelques miettes, des restes de biscuits, je vais manger, hein, je vais me régaler. Mais là, c'est vrai que j'attendais beaucoup ces matchs. Le Bodo Glimt Inter, je savais que ça allait être un piège pour les interistes, mais pas à ce point. C'est pour souligner à quel point cette équipe norvégienne, elle est surprenante, elle est divertissante, elle est enthousiasmante et même elle est attachante parce qu'on voit du football. C'est pas juste le truc de dire oh là là c'est rigolo, c'est au-dessus du cercle polaire, c'est un terrain synthétique, ils ont un nom voilà rigolo, leur logo c'est un plagiat de Dortmund. Non, c'est sur le terrain, on voit des choses. Franchement, Kietin Huysen, le coach, bah respect monsieur, parce que votre équipe, elle propose du très bon football. C'est alléchant collectivement. Le premier but, c'est un mouvement dans les petits espaces avec la déviation de Casper Hogg. T'as des exploits individuels, Jens Peter Hogg qui t'envoie cette frappe comme ça. Ouais, c'est vraiment une équipe. Désolé, des fois, ça peut être un terme un peu cliché, mais rafraîchissante. Bodo Glimt fait du bien au football, également avec des champions. Et l'Inter a pris la foudre. Et c'est vrai que je remarque, mais la semaine européenne, on va voir un petit peu ce qui va arriver pour peut-être les autres équipes en Europa et conférence, mais la semaine des Italiens en Ligue des Champions, l'Inter qui perd 3-1 à Bodo Glimt, à l'Atalanta qui perd 2-0 du côté de Dortmund, et également la Juventus qui en prend 5-2 contre Galatasaray. Tu rajoutes à ça Naples qui était sorti dès la phase de groupe, même pas barragiste. C'est vrai que la Serie A en Ligue des Champions, c'est voilà un immense avertissement. Il reste des matchs au retour, on le rappelle, dès la semaine prochaine. Voilà, l'Inter qui va recevoir Giuseppe Meazza, qui va devoir remonter 2 buts. On a la Juve qui va recevoir Galatasaray et Atalanta qui va recevoir Dortmund avec à chaque fois des écarts conséquents. Est-ce qu'elles vont pouvoir faire l'exploit? Parce qu'à ce niveau-là, c'est quand même pas un petit résultat à aller chercher. Bonne question de Dimitri, ça peut être qui le futur match de Bodo en 8ème? Bodo Glimt affrontera soit le Sporting Portugal, soit Manchester City. Une équipe qu'ils ont déjà battue. Mais l'autre adversaire potentiel, c'est Benfica Real Madrid. Et comme vous le savez, il y a une clause dans les lois de la Ligue des Champions, l'UEFA, vous n'y avez pas accès. Moi, j'ai pu y jeter un petit coup d'œil. Chaque année, on doit avoir notre traditionnel Real City. Donc, s'il y a un alignement des planètes, si Bodo Glimt fait le taf la semaine prochaine, on aura ce 8ème de finale Sporting Bodo Glimt. Et alors là, déjà que les gens, ils ont râlé sur la soirée de ce soir, je vous le dis, tout le monde va dire, c'est quoi ce 8ème horrible, ce match de groupe, de bas de tableau, d'Europa et conférence. Bah écoutez, le Sporting qui a pas volé sa place, qui a fini dans le top 8, qui a battu et l'OM et le PSG, et puis aussi nos amis de Bodo. Enfin, est-ce qu'on se rend compte du parcours et des derniers matchs que les Norvégiens ont fait? Parce que évidemment, c'est comme je vous le dis, c'est un peu du hipsterisme. C'est une équipe que, bon, les gens qui avaient suivi un peu en Conference League et l'Europa, faut pas croire que Bodo Glimt est arrivé en Ligue des Champions et s'est réveillé comme ça d'un coup. C'est une équipe qui a déjà eu des résultats dans les autres compétitions européennes. À la maison, ils sont très forts. Ils ont déjà battu la Roma, Porto. Ils ont fait des résultats contre la Lazio, l'Olympiakos, le Celtic. Donc c'est pas des rigolos. Mais par contre, là, ils dépassent toutes les attentes. Match nul 2-2 à Dortmund. Ils sont allés battre City 3-1 à la maison. Ils sont allés chercher leur victoire à Atletico pour se qualifier à la dernière journée. Et maintenant, ce succès 3-1, même si la semaine prochaine, ils en prennent, ils prennent peut-être une valise contre l'Inter. Quoi qu'il arrive, leur parcours, il est génial à ces gars-là. Enfin, je sais pas à quel point on se rend compte que ça leur fait une exposition dingue parce que à l'échelle du football norvégien, avoir des résultats en conférence Europa, c'est hyper gratifiant. Mais en Ligue des Champions, là, tu passes dans une catégorie supérieure. Tu es dans la cour des très grands et certains vont être mis en valeur. Et je suis très content, tu vois, pour un Patrick Berg qu'on avait aperçu de manière furtive à Lens, où ça n'avait pas forcément fait l'affaire. Mais comme d'habitude, vous connaissez cette phrase que je vous répète je ne sais combien de fois chaque mois, chaque semaine. Il n'y a pas de mauvais joueurs que de mauvais contextes. Et Patrick Berg, c'était une bonne idée de la SEU Scouting des Lensois.
c'est juste que bah, voilà, il s'est pas adapté. Par contre, chez lui, à Bodo, ça régale. Jens Peter Hog, c'est pareil, il a été recruté très tôt par le Milan, il est passé par Francfort. C'est-à-dire qu'il y avait un truc chez ce gars-là. Mais bah, tu sors un Norvégien de chez lui, peut-être qu'il s'adapte pas, c'est un autre environnement, c'est pas simple. Là, avec Bodo Glimt, il est en train de lâcher plusieurs golassos. Et je termine avec Kasper Hog, l'attaquant danois. On avait déjà parlé de lui parce qu'il y avait une rumeur en fin de mercato. Ce gars-là, on l'a envoyé du côté, je crois, de Norwich en D2, en Championship. Il a bien fait de rester parce que là, il est en train de marquer de nombreux points. Ce soir, c'est 2 passes D pour lui et un but. Donc chapeau à ce gars-là. Mais bien sûr, on va aussi parler de Bruges. Bruges, la terreur à domicile. Putain, cette équipe, en ce moment, elle obtient tellement de bons résultats. Déjà l'an dernier, ils avaient battu l'Atalanta en barrage. En phase de groupe, ils avaient battu Aston Villa. Là, ils ont fait tomber Monaco, Marseille avec la manière, 4-1 et 3-0. Ils ont accroché quand même le Barça. Et ce soir, ils sont menés 2-0. Ils vont remonter de 2, 3-2. Et finalement, ils vont chercher leur but à la dernière minute, du temps réglementaire, avec ce but validé par la VAR. Et Bruges, chapeau parce que pareil, hein, peut-être pas le plus bel effectif sur le papier, mais on commence un petit peu à connaître certains joueurs. En plus, vous le dites, hein, Carlos Forbes qui n'était pas là, Onyedika qui a fait un gros match, max XXL de sa part, qui va pas être là pour le retour. Bruges aurait mérité, ouais, Bruges peut-être qu'avec un peu plus de réussite, des mains qui peuvent se siffler ou non. On sait qu'il y a peut-être des lois un peu contraires. Je ne sais pas si vous avez regardé le Karabakh Newcastle, mais par exemple, on a eu un penalty lors de ce match pour une main d'appui. En gros, le défenseur de Karabakh se couche pour défendre une action, défendre un tir, et en fait le tir va sur sa main d'appui. Mais des fois ça se siffle pas parce que c'est la main d'appui, des fois ça siffle. Donc encore une fois, 2 interprétations différentes, et peut-être que des mains auraient pu être sifflées en faveur de Bruges, mais avant ce match retour, aller chercher ce 3-3 et remonter plusieurs buts, c'est quand même une vraie force mentale. J'en profite évidemment pour vous saluer sur le chat parce que c'est toujours l'objectif, surtout qu'il y a pas mal de personnes qui ont lâché leurs abonnements, leur Prime. Vous êtes des rois, donc merci à Spanké, merci à Dindon 39, merci à Jinder et merci à Dash. Franchement, vous régalez les gars. C'est la soirée où voilà, on lâche les Prime parce qu'évidemment c'est pour nous les gars. C'est notre soirée, hein. Ce Bruges Atlético, ce Bodo Glimt Inter. Et ce qui est fou, c'est que moi aussi j'étais, en vrai on peut rigoler, on peut avoir du second degré, mais j'étais quand même étonné de voir cette programmation de la part de l'UEFA, et notamment et le Real et le PSG en même temps. J'aurais pensé, tu vois, qu'on mettrait des matchs un petit peu dispersés, mais finalement, ce qui est bien, c'est que des gens qui pensaient pas forcément, même si certains sont peut-être éloignés de la Ligue des Champions ce soir, ils ont peut-être été forcément attirés par ces rencontres, et les gens qui découvrent peut-être pour la première fois Bodo Glimt ou Bruges, même si je pense qu'on commence surtout les Belges à un petit peu les voir jouer, ça reste conséquent. J'en profite pour saluer évidemment les habituels comme Labette, comme Lautaro 942. J'ai regardé, on est à chier, c'est un supporter interiste. Je m'excuse d'avoir sous-estimé Bodo. Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi hors jeu, on a fait nos pronostics Ligue des Champions et voilà, moi j'ai dit que l'Inter allait être en galère à l'aller du côté de la Norvège, et lui il nous avait dit dans le chat d'hors-jeu, bon c'est quoi le délire les gars de faire passer cette équipe pour l'Ajax 2019, et c'était même pas pour faire de l'excès de zèle et de survendre cette équipe, c'est juste qu'à domicile, et tu regardes leurs résultats, en plus ils ont cette fameuse coupure, vous savez en Norvège, la saison c'est pas 2025-2026, eux leur saison c'est 2025, c'est 2026, la coupure elle se fait au moment de l'hiver parce que c'est le plus froid, c'est pas simple pour jouer, pour pratiquer sur les terrains, et du coup ils ont eu une séquence aménagée, mais au milieu de tout ça ils ont leur match de Ligue des Champions, et ça va être forcément à double tranchant, c'est-à-dire des fois tu vas manquer de rythme, surtout pour ces rencontres, donc tu peux te faire un peu avaler par l'intensité, et sinon dans l'autre sens, dans un football, dans un calendrier où tu as de plus en plus de matchs, où les compétitions elles s'allongent, on rajoute beaucoup de choses, peut-être que pour Bodo Glimt c'est un atout bénéfique, c'est un truc en or d'avoir cette pause, et comme ça pour préparer très bien ces matchs de Ligue des Champions, et c'est pas un hasard encore une fois, 2-2 contre Dortmund, 3-1 contre City, 2-1 contre Atletico, et désormais 3-1 contre l'Inter. Donc chapeau à eux. Et puis j'en profite aussi pour saluer des personnes qui sont là pour la première fois comme Spectre91, vive les frites belges, bien informé comme message, Belgogo également, et j'ai vu d'autres personnes qui écoutaient pour la première fois l'émission en direct. Je sais qu'on est pas mal suivi sur YouTube, également le podcast Le Cop de Scipion. Donc merci les rois encore une fois d'être aussi nombreux, et regardez là
Débrief LDC, il n'y a pas de club français, vous êtes plus de 250, donc vous êtes des vrais quand même, hein, de me suivre comme ça à ce point, et j'en suis ravi. On va parler de la Ligue des Champions, faire un petit peu tout le tour de ce qui s'est passé. Comme d'hab, transparence, j'ai regardé le Karabakh Newcastle à 18h45 et j'ai fait l'impasse sur l'Olympiakos Leverkusen. Non pas que je sentais pas l'exploit des Grecs, mais je pensais que voilà, il y avait peut-être plus un intérêt à regarder Bodo et Bruges. Et j'ai vu que Leverkusen a fait le taf en s'imposant 2-0 malgré le but refusé d'El Kaabi. Donc voilà, c'était pas le match qui m'intriguait le plus, mais par contre les autres, ouais, je suis très content d'avoir fait ce double écran et c'était pas forcément prévu, mais encore une fois, comme depuis, on va dire, tous les lives, si on remonte, je sais pas, 2-3 semaines, on va parler de l'Olympique de Marseille parce que ça y est, on a le nouveau coach, Habib Bey. A été intronisé, donc on aura Habib Bey sur le banc pour le match de Brest vendredi soir. Je pense que c'est une bonne nouvelle de quand même enfin acter ce truc, de régler le conflit juridique avec Rennes. Rennes qui dans le même temps a annoncé Francaise, donc voilà la petite valse des coachs. Et pareil, j'avais pas envisagé de dire un mot de foot européen, mais peut-être qu'en cette soirée du 18 février, on a assisté à un événement, les amis, dans la Première Ligue, puisque Arsenal a été tenu en échec par Wolverhampton. Arsenal peut voir un Manchester City, en cas de victoire, revenir à 2 points, je crois, de mémoire, puisque City affronte tac-tac Newcastle, reçoit Newcastle. Entre-temps, je crois que c'est le fameux match peut-être de League Cup pour les Gunners. Ah non, c'est le derby. Je sais plus pourquoi celui-ci il a été avancé. En tout cas, bah, Arsenal a choc 2 buts d'avance contre le dernier de PL qui avait seulement 9 points avant le début de la rencontre, en sachant que ceux qui peut-être qui ont de la mémoire en regardant le championnat anglais, à l'aller, la victoire s'était dessinée à la toute dernière minute avec un but où Gabriel Jesus avait poussé le ballon, mais c'était finalement un CSC. Donc Wolverhampton, dernier de PL, a poussé vraiment dans ses retranchements les Gunners. Et ce soir, c'est pas passé. Avec, je regarde les stats, 4 tirs encadrés pour Wolverhampton et ça suffit pour marquer 2 buts. Donc un choke potentiel des Gunners. Ça fait un moment, on n'arrête pas de dire oh là là, ça leur pend au nez. Et peut-être on va y assister. Ça va être quand même assez intéressant, intriguant. Et il y a match, hein, parce qu'il reste encore une bonne dizaine de journées. Ça va être assez palpitant. Donc bah voilà, on va commencer tranquillement nos petits débriefs. Installez-vous, il reste un City Arsenal Etihad. Je pense qu'après, ouais, quand on fera cette page Ligue des Champions, on va revenir petit à petit sur les calendriers, se projeter. En fait, c'est pas tant la question d'Arsenal champion, c'était surtout les poursuivants qui étaient quand même, tu vois, un petit peu balbutiants parce qu'Aston Villa a fait sa grosse remontée. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu calé. City est imparfait, mais City peut revenir à 2 points. Donc même ce City qu'on annonce, tu vois, pareil, fragile, irrégulier, peut devenir champion. Peut-être le signe du Premier League où il n'y a pas peut-être d'immenses locomotives pour terminer la saison. On va voir, peut-être que aussi c'est un match qui va, je l'ai pris dans ce sens, hein, c'est un tournant, mais peut-être que c'est un tournant aussi pour Arsenal qui va se réveiller, qui va prendre conscience. Maintenant, tu as tellement le stress d'être si proche, d'être à quelques journées du sacre et d'un truc que tu attends depuis 2004, à quel point ça leur rentre dans la tête, ça peut les faire déjouer par moment. Encore plus, bah, je le dis, tu gagnes 2-0 chez le dernier de Première Ligue. Donc attention à ne pas gâcher l'avance qu'ils ont eue. Et surtout, je trouve, au global, un niveau qui a été normalement meilleur que les poursuivants. Mais voilà, vous savez ce qui se passe dans le football, encore plus dans ce championnat où tout le monde peut challenger tout le monde. La preuve du côté de Wolverhampton, même les Wolves avec leurs 10 pauvres points, ça peut pourquoi pas le faire. Les amis, on va commencer tranquillement par parler de l'événement, hein, de la soirée à notre échelle. Ce match fou, dingue, absolument génial qu'on a pu voir du côté de la Norvège avec Bodø Glimt qui s'impose 3-1 contre l'Inter. Ce qui est bien, c'est que on est un peu des spectateurs, des observateurs avertis. On savait que ça allait être un danger potentiel pour les interistes, avec quand même un petit peu de rotation de la part
de Kivu, voilà, Di Marco qui est resté sur le banc, t'as Augusto, t'as Cherby, t'as Darmian, t'as Susic, t'as Esposito qui ont été lancés d'entrée, et voilà, l'Inter qui a décidé de faire tourner sur ce match-là, peut-être que c'était pas la meilleure option, peut-être qu'il fallait davantage se concentrer sur l'aller et ne pas tout miser sur le retour, même si voilà, 2 buts, ça peut se remonter facilement, voilà, c'est un voyage qui va pas être simple pour les Norvégiens, mais on sait qu'à domicile, ils ont cet état d'esprit supplémentaire, et encore une fois, comme je le dis, ça joue bien. Franchement, il y a des séquences balle au pied, il y a des sorties de balles dans les petits espaces quand c'est un peu plus du jeu de position, de possession. Ça prend le temps et le premier but, il est très bien exécuté avec voilà, la passe de Berg qui va trouver un relais. Je crois que c'est Eyeven au cœur du jeu et Hogg qui fait encore une fois une déviation, une petite talonnade qui est très propre pour Fett qui va marquer ce but. L'action collective, Joga Bonito, c'est fort. Et comme le dit Hugo SSE, leur coach, hein, Kjetil Knudsen, qui commence à se faire un peu une petite réputation parce que lui, ce gars-là, quand tu vois tous les résultats qu'il a obtenus avec Bodo Glimt, conférence, Europa, les différents titres, bah ça force le respect quoi. 358 matchs avec Bodo, 2 points de moyenne, il est en poste depuis janvier 2018. C'est quand même assez propre, tu vois, 4 titres de champion de Norvège, et surtout quand tu regardes un petit peu ses différents parcours en Coupe d'Europe, voilà, il a emmené Bodo en demi-finale d'Europa League, il les a emmenés en quart de finale de conférence, il a fait plusieurs campagnes de qualification, il a aussi échoué, tu vois, dans certains tours, mais il s'en est rapproché à un certain moment de la LDC, et là pour la première fois ils y sont arrivés, et c'est vrai que la campagne elle a peut-être démarré de manière un peu plus difficile. Première victoire, c'était contre City. Avant, c'était 3 nuls, 3 défaites. Mais dans cette phase de groupe où finalement, tu as 24 équipes qui peuvent se qualifier, on sait que les moyennes de points, c'est 9, 10, 11, ça se joue là. Bah voilà, il suffisait de pousser un coup d'accélérateur. Ils l'ont fait. Et de quelle manière, hein, cette victoire contre City, vraiment, je l'avais trouvé génial. Un City qui était fragile, avec un petit jeune en défense qui était là et qui avait vraiment passé une sale soirée. Et ce succès, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la tête de Troubine, mais désolé, hein, amis marseillais, mais la non-qualification de l'OM, elle vient aussi de cette victoire à la surprise générale de l'Atlético. Le fameux 95% de chance de l'OM. Vraiment, j'avais pas envie de ressasser cette stat. J'avais pas prévu ça, mais je suis obligé de le dire. Cette stat de 95% de chance de se qualifier, c'est parce que tu avais des trucs, voilà, le Benfica devait gagner, Bodo Glimt devait gagner, tu avais plein de scénarios où ça devait aller contre toi. Et bien Bodo Glimt qui va chercher sa victoire, sa qualif sur la pelouse madrilène, c'était pas forcément au programme. Avant ça, tu vois, c'était 3 nuls, notamment à la maison. Bravo au Monégasque, hein. Mais après, de mémoire, ce match-là avait quand même été une grosse souffrance à la deuxième période où Monaco avait difficilement résisté, mais ça avait quand même tenu jusqu'au bout. Et contre la Juve, je crois qu'ils étaient menés. Non. Non, non, ils ont été menés, ouais. Ils ont été menés, puis après, ils ont inversé la tendance avec un immense Kanavidis qui avait fait une top entrée. Et finalement, là, ils sont un peu en boulet de canon. Et le run, hein, j'insiste, mais ce qu'ils ont fait, invaincu et 3 victoires, Dortmund, City, Atlético, Inter, c'est fort parce que c'est plusieurs styles différents. C'est waouh. Franchement, je suis assez bluffé. Donc bravo à notre ami Kjetil Knudsen qui avant ça du coup a été coach. Bah voilà, vous connaissez sans doute pas ses équipes, et Feilelgen, Feigelsdalen, Assaneu, il entraîne depuis 96 Hovding, Bran. Ça par contre on connaît Bran, hein. Donc voilà, une carrière assez concentrée sur la Norvège. Et à 57 ans, il est à son prime, mais c'est vrai qu'il est là depuis un moment, et il faut souligner son boulot de fond, parce que ce soir, voilà, et c'est ça qui est bleu. En fait, cette équipe, vous savez à quoi elle ressemble? On dirait, merci beaucoup Auré pour le petit prime, tu régales le boss. Cette équipe, on dirait un monde où l'arrêt Bosman n'a jamais existé. Pour ceux qui connaîtraient pas peut-être l'arrêt Bosman, c'est donc le fait de permettre aux joueurs de s'engager plus librement dans des clubs étrangers, en Europe, aussi de faire venir voilà, des internationaux, et avec cette idée derrière de ne plus avoir des clubs où sont concentrés les meilleurs talents nationaux. Étoile Rouge de Belgrade, également le Steaua Bucarest qui a remporté avec des champions, des équipes voilà, qui comptaient comme ça dans ce sens, parce que là on a quand même sur le 11 de départ 9 Norvégiens, un Danois
et un Russe. Donc c'est quand même quelque chose d'assez saisissant. Et sur le banc, les 4 joueurs qui rentrent, c'est des Norvégiens. Et le reste du banc, t'as 2 Danois qui se baladent là. Et t'as pas d'absent. Donc vraiment, à 1, 2, 3, 4, t'as 4 joueurs qui sont étrangers. Sinon, c'est que des Norvégiens. C'est assez beau. Ouais, l'Athletic Bilbao nordique, comme le dit Mes 12 mai, c'est exactement ça. Mais il y a des trajectoires qui font plaisir à voir. Hein. Hakone Vienne, il était passé par Alkmaar. En fait, c'est des joueurs qui peut-être n'ont pas connu la meilleure expérience en dehors de la Norvège, qui sont vite revenus là, dans ce cocon. Mais finalement, dans ce cocon, bah, tu peux jouer avec des champions. Enfin, tu joues des matchs de Coupe d'Europe. Et là, cette saison, tu as la chance de jouer la LDC. Tu peux avoir un niveau de jeu quand même hyper kiffant. T'as voilà, des éléments qui sortent du lot. Enfin, j'insiste, les buts de Hauge, qui est passé par Milan et Francfort, ce garçon a vraiment, je sais pas en quoi il fait son pied, mais c'est du titane. Ça envoie des choses lourdes. Jens Peter Hauge et son prêt à la Gantoise, dur le pauvre. Non mais franchement, c'est exactement ça. Ce gars-là, il est passé par des prêts, ça n'a pas été convaincant. Pour tout vous dire, il signe à Milan parce qu'il fait un match de tour préliminaire contre les Rossoneri. Et genre, il tape dans l'œil, je sais plus si c'est Maldini ou quoi. Il signe là-bas, et malheureusement, ça le fait pas derrière. Mais là, il est en train de bien revenir. Et lui, en vrai, si on le revoit... je prends exemple sur la Norvège, mais cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de voir peut-être son parcours avec la sélection norvégienne, à quoi ça ressemble, parce que ça peut être vraiment un joueur bien sympathique à voir du côté du mondial nord-américain. Hop, bah, tu vois, Hauge, il a 26 ans, et tu vois, il a déjà connu pas mal de choses, ouais. Milan, Francfort, la Gantoise, Bodo. Et finalement, ouais, Bodo, il avait vendu pour 4,8 millions et ils l'ont récupéré pour 4 millions. Ah oui, d'ailleurs, je suis allé, en préparant l'émission, enfin le live de ce soir, je suis allé voir la recrue la plus. Enfin, la vente la plus chère de l'histoire de Bodo. Et c'est un nom que vous connaissez tous, ça m'a fait sourire. Et tu vois, il n'a pas été convoqué depuis un moment. Hop, il n'a pas été convoqué depuis les éliminatoires Coupe du Monde en mars 2025. Mais là, vu le niveau qu'il est en train d'afficher, je suis très curieux de voir la proportion de joueurs de Bodo qui peuvent intégrer ça. Parce que franchement, au milieu de terrain, notre ami, comment s'appelle, Patrick Berg, je le vois tous les jours dans cette équipe-là. Et comme je vous le disais, oui, juste par curiosité, je suis allé checker la plus belle vente de l'histoire de Bodo Glimt. Alors, vous allez voir le montant, c'est pas dingue. Mais on est quand même. Alors attends, c'est. Non, c'est la recrue la plus chère, ouais, c'est ça, c'est la recrue. Alors, en fait, c'est le joueur qui occupe à la fois cette place de la vente la plus chère, et également l'arrivée la plus chère. C'est ce diable d'Albert Grönbeck. Ce Albert Grönbeck m'intrigue, recruté pour 4,8 millions d'euros à Arus. Sinon, c'est 4 millions d'euros, 3,5, 2,5. Enfin, c'est des montants assez bas, quoi. C'est ça qui est fort, quoi. Belle prestation des hommes de Casper Julmand au Pirée. Non, j'ai vu que Leverkusen a fait le taf, donc ça fait bien plaisir pour eux. Jérém Gou qui demande est-ce que ça le fera au retour. Très bonne question. Je pense que l'Inter mettra cette fois-ci sa meilleure équipe. Ça peut être un contexte différent. Mais curieux de voir l'approche de Ketin Nielsen. Est-ce que ça va peut-être un peu freiner certaines ardeurs et proposer entre guillemets un bus, mais je sais qu'ils sont aussi capables, peut-être qu'ils vont prendre confiance et ce match ça peut leur donner des ailes. Après voilà, le contexte du synthétique chez eux c'est quelque chose, à l'extérieur ça peut être une autre donnée, surtout revenir à San Siro, à Giuseppe Meazza, c'est pas la même donnée. Je donnerais un avantage Inter, mais franchement ouais, je donnais un avantage Inter. Mais je t'avoue que je pensais que ça se terminerait plutôt sur un 2-1, 2-2 ce soir. Mais là, j'ai vu quelque chose de sensationnel. Et comme le dit notre ami Thibaut sur le chat, ils l'ont fait au Metropolitano. Donc là, pour le coup, ça peut leur donner des ailes. Ouais, l'Inter va passer. Ouais, écoutez, de toute façon, enfin, c'était l'enjeu de cette soirée, c'était que toutes ces équipes soient encore en vie, et c'est le cas. Ouais, c'est vrai qu'ils ont aussi été chercher leur nul sur le Sinaï Iduna Park. On peut quand même leur donner pas mal de crédit. Moi, je pense que l'Inter va le faire, mais ça m'étonnerait pas que ça aille peut-être en prolongation. Et j'ai envie de te dire que ça craque, mais physiquement, ils m'ont l'air quand même super frais, super prêts.
Donc ça va pas être évident. Ouais, moi je dirais même c'est avec ces deux buts là, ça va pas être évident. Et oui, pour vous dire à quel point le championnat norvégien est très relevé et que cette équipe prime de Bodo Glimt, ils ne sont pas champions en titre. C'est Viking qui a remporté le titre. Donc voilà, ils ont été pas mal challengés en Norvège et je crois que ça fait d'ailleurs un moment qu'ils n'ont pas remporté la Coupe nationale. Donc même chez eux, ils ne sont pas forcément empereurs souverains tout le temps et ça fait grandement plaisir. Ils joueraient qui en huitième? Ça c'est toujours intéressant forcément. Donc on rappelle partie de tableau potentiel de Bodo Glimt, c'est soit City ou le Sporting et l'autre équipe c'est Benfica Real Madrid. Donc évidemment il y a un monde. Et c'est vrai qu'il y a un monde les gars. On a des huitièmes de finale Bodo Glimt Sporting et Tottenham Galatasaray, où tu peux avoir deux quarts de finalistes, pas forcément les plus attendus sur la ligne de départ. Donc ça va être assez intéressant. Ouais, je vous remets un petit peu le tableau final. Donc on rappelle, hein, Monaco PSG, Karabakh Newcastle, ça va croiser avec soit Barça, soit Chelsea. Dortmund Atalanta, Olympiakos Leverkusen, ça va croiser soit avec Arsenal, soit le Bayern. Il y a quand même, là, vu les résultats à l'aller, il y a 95% de chances d'avoir un match sabatiesque en huitième de finale et une confrontation 100% allemande. Et donc Gala Juve, Club Bruges, Atlético face à Tottenham ou Liverpool. C'est vrai que retrouvailles Atlético Liverpool, ça peut me chauffer, mais ce Bruges-là est très intéressant et quand même lui aussi à sa manière captivant, attachant. Donc ouais, je sais pas ce qui peut se passer au retour au Wanda. Ça va être assez, assez particulier quoi. Ouais, Dortmund, ils sont sur une moyenne de points de champion. Ah non, mais c'est vrai qu'on s'était dit, genre, ouais, le Bayern, compagnie, ça roule sur tout le monde. Et là, avant leur victoire, je crois, contre Hoffenheim, ils avaient que 3 points d'avance sur Dortmund, qui était revenu en pétard. Donc, c'est vrai que ça peut voir le coup. J'aime bien le message de Jérém. On a eu des belles affiches dans ces 16e. J'étais sceptique sur les barrages de bas. Je n'étais pas contre un revirement en EL, en Europa League pour les équipes 16-24. Finalement, je commence à bien aimer. Moi, je t'avoue que je trouve que si je devais changer quelque chose, c'est peut-être enlever des matchs dans la phase de groupe qui est trop lente, mais ces matchs de barrage, l'an dernier, on avait quand même eu, bah, tu vois, je crois qu'on a eu le Real City, donc ça avait quand même été toujours un bon divertissement. Le fameux PSG Brest, ouais, ça avait tourné. On a eu quand même, tu vois, le Feyenoord qui avait tapé le Milan, le PSV qui s'était fait la Juve, donc on avait quand même vécu des très très belles affiches. Même le Bayern était passé par les barrages contre le Celtic. Là, tu vois, tu fais le bilan à l'aller. Bah, tu as eu un très bon Monaco PSG avec un rebondissement. Le Gala Juve, tu as eu un truc sensationnel en Turquie. Le Benfica Real, il est marqué du saut de la polémique. C'est dommage parce que je pense que ce match pouvait nous offrir une autre histoire. Et il reste un retour vu ce qui s'était passé le 4-2 lors de la dernière journée. Et là, bah, t'as Newcastle qui explose Karabakh et t'as voilà, les petits qui te proposent ce challenge. Bruges et également Bodo. Donc ça fait plaisir. Ouais, je pense que le système des barrages est bon. C'est peut-être raccourcir avant le championnat. Et par exemple, prenons exemple sur l'immense Conference League qui, elle, pour le coup, adopte ça. T'as que 6 journées et du coup, derrière, tu passes au barrage. Moi, je trouve que c'est une formule qui est plus attrayante, ouais. Je suis plus fan de voir ça, je vous avoue. Et qui se qualifie pour l'instant? Vous êtes 64% de tirs à voir Bodo Glimt, hein. C'est fou, hein. Ça me fait plaisir. Mais en même temps, vu le message, vu le match qu'ils ont envoyé ce soir, ça me paraît tout à fait logique. Et ouais, comme je vous disais, Casper Hogg, qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire? Parce que ce mec-là, doublé contre City, but très important contre l'Atlético. Bon, le but de mémoire, il était assez moche, c'était un gros cafouillage. Et là, c'est doublé de passe D et but contre l'Inter. Est-ce qu'on a son parcours déjà à lui? Son parcours, lui, tu vois, c'est genre Audan, c'est Aalborg, tu vois, c'est des clubs, c'est vraiment un parcours 100% scandinave. Mais finalement, bah voilà, il a commencé à faire son trou du côté de Bodo. L'an dernier, c'est 17 buts. Là, il est en train de vraiment de marquer les esprits, ouais. Ouais, c'est quand même un sacré joueur, hein. Hop, tac, tac. 5 buts et 3 passes D en Ligue des Champions. Donc j'imagine que ça doit compter aussi les qualifications. Et voilà, attaquant, 25 ans, il devait rejoindre, quand je vous dis, Championship. Je sais pas à quel point ce qui se passe pour lui et certains joueurs de cette équipe. En fait, je me pose la question, est-ce que Bodo Glimt n'est pas l'Atalanta
Merci beaucoup Tibarn pour le Prime. T'es un crack. Si Bodo Glimt n'est pas l'Atalanta norvégien, je m'explique, mais c'est vrai que quand tu sors des joueurs de Bergame, c'est plus compliqué, il y a des performances moins étincelantes, c'est difficile, mais parce qu'ils sont dans un tel bon contexte, ils ont de la confiance, ils se connaissent tous par cœur, et déjà il y a des joueurs qui sont déjà partis, qui ont tenté leur chance, mais lui, le Hog, qui m'a l'air d'être un attaquant assez intelligent, je sais pas, j'ai envie de le revoir, ouais, et même Jens Hauge, Jens Peter Hauge, je suis aussi très, très intrigué par peut-être une nouvelle possibilité, mais si lui à 26 ans il se dit bon bah je suis chez moi, je suis en Norvège, je suis la star de l'équipe, j'ai la chance de pouvoir disputer souvent la Coupe d'Europe, c'est fort quoi. Imaginez l'Inter lâche un gros 4-0 la semaine prochaine. Ah bah écoute, comme je te dis, moi je pense que l'Inter va se qualifier, mais Bodo Glimt aura eu son heure de gloire, sa journée, sa semaine, son mois, un petit peu où ils ont été mis en avant, et maintenant ils vont devoir poursuivre sur cette lancée et continuer à faire des parcours en Europe, mais ouais, c'est bien, c'est rafraîchissant, même tu vois, Pafos qui s'était pas qualifié, qui a eu des bons petits résultats, ouais, tu vois, dans cette Ligue des Champions à 36, il y a des championnats qui prennent trop de place, je pense à la Première Ligue qui a 6 équipes, mais voilà, les petits n'ont pas renoncé. Et tel le village gaulois d'Astérix, ils peuvent aussi résister et faire de sacrés perfs. Et ouais, le match de l'Inter, assez compliqué malgré le but d'Esposito qui lui enchaîne bien. Il y a des joueurs que j'ai trouvé un peu méconnaissables et que je vous dis, Acherbi, je crois que c'est 38 ans, Darmian, 36 ans. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé le 31 mai dernier. Mais est-ce que l'Inter n'a pas été assez loin, n'a pas poussé encore son renouvellement d'effectifs? Je ne vais pas dire de joueurs traumatisés, mais est-ce qu'il fallait pas faire un coup de balai supplémentaire, notamment les anciens, tu vois? Parce que même Mkhitaryan, 37 ans, est-ce que tu peux démarrer un match de Ligue des Champions? Alors certes, Bodo Glimt, tu te dis, bon bah voilà, c'est pas le plus gros cador, mais en termes d'intensité de collectif, j'ai vu pas mal de joueurs rouillés et emprunter même Sommer, c'est 37 ans. C'est vrai que la moyenne d'âge, ça envoie pas mal côté interiste. Donc pour moi, toujours ce défi de réussir à renouveler cet effectif qui leur manque. Est-ce que ça pêche par moyen? Est-ce que c'est les joueurs auxquels ils sont attachés? Je sais pas. Oui, Darmian, c'est pas le pire ce soir. Mais je parlais plus ouais, d'un ensemble où je me dis waouh, c'est quand même pas mal de joueurs. J'ai remarqué ça en regardant les différentes fiches. Ça date. Et pourtant, tu vois, t'as des joueurs d'avenir, c'est très bien. Esposito, Susic, t'as tes cadres de demain qui sont toujours là, Barella, Bastoni, Akanji, le capitaine Lautaro. Sur le banc, tu fais rentrer quand même Thuram, Luis Enrique, Zinski, Boni, Andy Diouf. Le banc est sympa, tu laisses Bissek, De Vrij et donc Di Marco au repos. Et t'as toujours Fratesi, Dumfries qui peut manquer par moment. Et Tchahanoglu, je crois que la blessure est un peu plus longue. Donc ouais, c'est fort. Depuis 2020, et ça c'est la belle stat, Papou qui nous dit depuis 2020 en Europe à domicile, Bodo c'est 44 matchs, 33 victoires, 2 nuls et 9 défaites. C'est fort, hein. Franchement, c'est une équipe qui a un bilan européen assez épatant, quoi. Salut Scipion, je te suis sur Twitter depuis des années, je t'envoie de la force mon gars, un vrai supporter belge ici, on soutient un club en Europe. Merci beaucoup Euske pour ton message, super sympa le boss, et justement ça permet de faire une très belle transition. On va parler de Bruges, du très émouvant Club Bruges qui l'a encore fait. Eux, à domicile en Ligue des Champions, je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais tous les scénarios sont possibles, et ils ont su aller renverser une équipe où on sait que Atletico a presque un double visage. Dr Jekyll et Mr Hyde en championnat, ça peut être balbutiant. Ils en ont pris 3 contre le Rayo Vallecano. Avant, ils ont perdu contre le Betis. Même Betis, en Coupe d'Espagne, ils leur ont mis 5. Contre le Barça, ils en ont mis 4. Et finalement, on se demande, bon, est-ce que cet Atlético qui a peut-être fait une croix sur le championnat va pas tout miser sur les coupes? Et c'est pour ça que j'attendais énormément de ce match. Forcément, la curiosité de Bruges, parce que on sait ce qui s'est passé il y a 3 semaines, le 3-0, et même au-delà, contre le match. Moi, le match qui m'a convaincu, c'est celui contre le Barça, parce que le Barça a égalisé, le Barça a fait part de sa puissance de frappe offensive, comme toujours avec le Yamal et compagnie. Mais le match qu'a fait Bruges dans les transitions, dans le fait de faire mal aux défenseurs barcelonais, d'y croire et de vivre une grande soirée européenne, c'est là où je me suis dit qu'il se passe un truc avec ces gars-là. Et d'ailleurs, avant, il y a eu le match contre Monaco. Mais par exemple, Hans Van Aken, le 10 à l'ancienne, je le répète, mais j'aime ce gars, quoi. Il est fort, il est bon, il transmet un football d'antan et c'est quand même très sympathique. Et comme vous le dites, hein, c'est l'équipe quasiment, ouais, c'est le 4-4-2 et c'est même le quatuor Lookman, Alvarez, Griezmann, Simeone qui a fait tellement mal au Barça
il y a une semaine. Autre contexte, d'ailleurs, ça avait bien commencé avec le penalty d'Alvarez, Lookman, la déviation sur coup de pied arrêté. On sait qu'à Atletico, ils ont fait ça dans cette manière-là. Mais c'est une équipe qui a un truc, il y a une âme, il y a quelque chose qui se dégage. Et au global, que disent les stats? Les stats, c'est assez équilibré, 2,22 XG contre 2,36, c'est 17 tirs contre 13, 10 tirs cadrés contre 4. Donc je pense que notre ami Oblak a eu un peu de boulot ce soir. 7 arrêts pour Oblak, qui prend 3 buts encaissés. Donc waouh, Oblak a vraiment été... Après j'ai eu pas mal de frappes, un peu à ras de terre, écrasées de mémoire. Donc peut-être pas les arrêts les plus difficiles de sa carrière. Mais c'est vrai qu'il y a 0,85 d'XG avec le péno, tu as bien raison de le souligner. Mais ce qui me plaisait en plus, c'est que on avait notre ami Carlos Forms qui finalement n'était pas là, qui est pour moi des attractions principales, mais dans cette équipe de Bruges. Et on sait qu'il y a une version Ligue des Champions, pareil, et une version championnat, où en gros Bruges, s'il y a des Belges qui sont dans le chat, ils me le diront, mais de ce que j'ai compris, c'est que Bruges fait le job en championnat sans rouler sur la phase régulière. Quand arrivent les playoffs, ils passent le petit coup d'accélérateur pour être champion. Des fois, ça réussit pas. L'an dernier, c'est l'USG qui est champion, l'Union Saint-Gilloise. Par contre, en Ligue des Champions, les mecs se chauffent et prennent vraiment goût à cette compétition. Et on peut le comprendre. Encore une fois, Tsolis en termes d'ailier, c'est quand même quelque chose. Et en fait, je me demande, à chaque fois que je parle de ces joueurs, hormis Van Aken qui a plus de 30 ans, où est-ce qu'ils termineront? Quelle sera la trajectoire de ces gars-là? Bon, Ordonez qui a mis un CSC, qui a vécu une soirée difficile, pas son meilleur match, très clairement, on peut l'oublier, mais on sait que c'est un mec qui est suivi par pas mal de monde. Il était annoncé à Marseille, ça l'a pas fait. Il était annoncé à Liverpool, finalement ils ont pris Jacquet. Curieux de voir le club qui va le récupérer. La Ligue des Champions rapporte 25 fois plus que le championnat belge. Bon là, le calcul n'est pas évité. Stankovic, qui a été cédé par l'Inter, mais qui a une clause de rachat. Tu vois, par exemple, Stankovic, il fait une très belle saison en LDC. Lui, je crois que la clause de rachat, elle a 23 millions, donc une certaine somme pour l'Inter, mais pour rajeunir ton milieu, tu vois, Mkhitaryan, tu lui serres la main, service rendu, merci monsieur, tu vas récupérer Stankovic, je serais assez fan. Puis en plus, c'est le fils des Yann, milieu emblématique de l'Inter, de la Lazio, le but de fou contre Schalke 04, on s'en souvient. Donc je trouve que l'affiliation, elle serait sympa. Ouais, moi le match d'Onyedika ce soir, il m'a vraiment marqué. Lui qui a été au four au moulin, qui a été un peu partout. Très très gros match de sa part. Moi je vous avoue que c'est celui qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. J'ai adoré son activité et le fait qu'il marque, ça le récompense. C'est vrai que lui, pour le coup, Onyedika, c'est quoi déjà sa trajectoire? 24 ans, international du Nigeria, 23 sélections, 3 buts, évalué à 20 millions d'euros. En fin de contrat dans 1 an et demi, ça peut avoir peut-être son importance si ça ne prolonge pas. Recruté, voilà, évidemment, autre équipe de pépites, Midtjylland. Et à la CAN, ça avait donné quoi déjà? À la CAN, il avait joué les derniers matchs, ouais. Il avait joué les derniers matchs, il avait commencé à jouer contre l'Ouganda, un doublé, et après il était rentré contre le Maroc, et surtout la petite finale contre l'Égypte. Mais ouais, lui, c'est le genre de match un peu signature. C'est ce que j'aime, les grandes soirées comme ça. Il y a des joueurs qui peuvent se révéler. Et tu fais bien de le dire, mai 12 mai, Dejan Stankovic, qu'on va retrouver demain, puisque demain, il y a le match aller entre le LOSC et l'Étoile Rouge, et c'est l'entraîneur du club de Belgrade. Donc voilà, on va revoir notre bon vieux Dejan, ça c'est clair. Tresoldi, là, c'est aussi la force de Bruges d'aller chercher des gars comme ça, où on les attend pas forcément. Tresoldi, je crois de mémoire que c'est Hanovre, où ils vont le récupérer. Un mec qui a marqué 7 buts la première saison, 7 buts l'autre, en deuxième division allemande, et ils lui font confiance. Hop, le coup d'œil pour se dire que ce gars-là, ça va être ton attaquant un petit peu fétiche pour la LDC. Voilà, les numéros 9 à Bruges, c'est aussi quelque chose, je sais pas, si on fait le 11 type des joueurs passés par Bruges d'ici 2-3 ans, je pense qu'on peut être choqué de certaines trajectoires. Voilà, nationalité allemande, il est international U21, 10 buts quand même avec les espoirs en 22 apparitions, c'est pas mal. Il a été recruté pour 7,5 millions d'euros
à Hanovre. Et quand je vous dis, c'est un montant ok, mais les saisons en D2 allemande, elles sont pas dinguissimes, tu vois. 7 buts et 3 passes D en 23-24, 7 buts et 3 passes D, pareil, la même copie l'an passé. Donc, faire confiance à ce type de profil et dire c'est toi notre neuf qu'on va aller chercher, bah j'admire encore une fois le coup d'œil, le savoir-faire de ces mecs sur le mercato quoi. Onyendika devait aller au Galatasaray au mercato d'été, mais ça l'a pas fait. Merci pour le petit enseignement. Tresoldi est un Italo-allemand. Comment Italien a pas réussi à le garder italien juste pour rajeunir son attaque? Ah, c'est vrai, mais après j'ai l'impression que lui il a vraiment beaucoup choisi ça. Il fait voir juste la trajectoire. Ouais, c'est ça, Italo-allemand. Et avant ASD Fontanelle, et puis après il rejoint Hanovre. Donc c'est vrai qu'il est à Hanovre depuis 2018, donc depuis ses 14 ans. Je pense que la tâche allemande, elle est là. Mais tu vois, Tresoldi, bon, il y a Voltema 2 qui a fait les premières apparitions avec la Mannschaft qui sont vraiment convaincantes. Mais dans une attaque allemande, voilà, Füllkrug a 32 ans, Havertz, ça peut être une option, mais c'est pas un principal. T'as une génération qui a disparu comme celle des Werner. Tu me dis que Tresoldi, peut-être la Coupe du Monde sera trop juste, mais Tresoldi, pour être l'avenir de l'attaque allemande à moyen terme, ça peut être une option. Donc, et qui aura été encore une fois le club instigateur, c'est Bruges. Et pareil, hein, Diacon, on a connu, hein, nous en Ligue 1, à Reims, un jeune, on a vu des choses, mais pas, je vais pas dire qu'il m'a fait sauter au plafond. Je n'étais pas là en me dire, waouh, c'est le Désiré Doué de Reims. Il y avait voilà, il faisait des trucs, mais il a été quand même relégué. Et là pareil, le truc de Bruges de se dire tiens, c'est lui qu'on va aller chercher et on va le mettre dans une équipe barragiste Ligue des Champions, match aller contre Atletico, bah c'est quand même pas mal. Et pareil, un Félix Le Maréchal qui est rentré en cours de match. Vous avez raison d'ailleurs sur le chat, vous soulignez l'apport des entrants, Roméo Vermont, très sympa, Hugo Siquet, pareil, hein, quelque chose d'assez sympathique. Donc, ouais, sur le banc, t'as pas non plus des noms très connus, à part Ludovic Dress, qui est passé, je crois, un temps par l'Eurodivisie. Mais ouais, voilà, hein, Bruges aussi, un modèle. C'était pas un one-shot qui s'est passé contre Monaco, contre Marseille. Je pense que maintenant, on commence à y croire. Maintenant, bah, il y a ce match retour. C'est là où je pense qu'ils auraient dû faire une petite différence, aller chercher ce but hein, d'avance avant le Wanda Metropolitano, pardon. Mais on sait que c'est une pelouse qui est pas, c'est pas invincible. Hein. Il y a des équipes qui sont allées s'imposer là-bas, le Betis, Bodo Glimt. Donc à eux d'y croire. Et vu l'état d'esprit ce soir, je pense qu'ils ont un coup à jouer. Après, c'est comme d'hab, hein, si le quatuor Simeone, Griezmann, Alvarez, Lookman fait la même copie que contre le Barça, s'ils sont dans le même état de motivation, ça peut être conséquent. Est-ce que tu sais si le Maréchal peut remplacer Onyedika? Le Maréchal, c'est un joueur assez malléable, assez polyvalent. Il peut jouer dans pas mal de zones, 8-10 sur un côté. Est-ce qu'il peut jouer dans le double pivot? C'est pas évident, mais je pense qu'il a quand même déjà des matchs dans ce registre-là. Donc ça peut pourquoi pas être une option pour l'Echo. Moi, je pense que ça peut, pourquoi pas. Ah, blessure sérieuse musculaire pour Lautaro apparemment. Ou ça peut compliquer certaines choses. Quand ton capitaine, ouais, certains l'ont dit, Lautaro il peut manquer des gros matchs, il peut ne pas marquer, mais c'est surtout un joueur tellement emblématique. Bon, t'as quand même, tu vois, Esposito, Thuram Boni, mais Lautaro, c'est un truc un peu supérieur. Donc, bon courage pour réussir à le remplacer dans cette période délicate. J'allais te dire, heureusement qu'ils ont fait le trou un peu en championnat. Peut-être qu'ils vont pouvoir griller certains jokers. Mais comme tu le dis, ouais, ça peut être une très bonne nouvelle pour Bodo sur le retour. Voilà, un Atletico qui finalement s'est fait un peu surprendre, qui avait très bien commencé ce match, je trouve, et petit à petit qui a laissé Bruges revenir dans ce match. Si je regarde peut-être la première mi-temps, ouais, la première mi-temps c'est vraiment une domination, tu vois, c'est un peu mieux de leur part, c'est plus prononcé. Bruges a le ballon, par contre la deuxième j'ai l'impression que ça a été tempête, hein. 11 tirs à 3, 7 tirs cadrés à 1, 4 occasions de but à 2, pas évident, et pourtant ils ont eu des grosses occasions manquées. Donc, mais encore une fois, un Lookman décisif, voilà, Lookman qui arrive, qui s'installe directement, buteur, passeur, il a fait ça contre le Betis en coupe, contre le Barça en coupe, et ce soir, donc lui il prend ses marques. Après,
c'est un peu un casse-tête, mais en même temps un casse-tête de luxe, de riche pour Simeone. C'est comment placer tout ce beau monde. Pour l'instant, il occupe ce rôle de milieu gauche. C'est un joueur qui peut être très généreux. Moi, là où j'imaginais plus Lookman, c'est dans le duo devant, peut-être tourner autour d'un Alvarez, peut-être c'était Griezmann, son suppléant, mais les deux peuvent cohabiter. C'est ce que veut essayer de mettre en place le Cholo pour la deuxième partie de saison. Donc j'ai envie de voir jusqu'où ça peut s'étendre cette projection, quoi. Tu pronostiques quoi, toi, Scipion, pour ce match retour? De toute façon, moi, qu'est-ce que j'ai annoncé dans hors-jeu? J'ai dit, le pronostic exact, c'est Kanto va encore affirmer que Bruges ne fait pas peur, entre parenthèses, donc Bruges va se qualifier. Je l'avais dit aussi sur Twitter, parmi tous ces matchs de barrage, c'est là où je sentais le piège. Je vais pas lâcher l'affaire après un 3-3. J'avoue que l'Atlético, le 4-0 contre le Barça, je me suis dit, waouh, quand même, ils peuvent envoyer du très lourd. Mais, ouais, je sais pas. Cette équipe de Bruges, elle a un truc en plus, donc pourquoi pas mettre une petite pièce là-dessus. Objectivement, après ce match au retour, comme je te dis, s'ils n'ont pas fait la différence d'un but, ça va être compliqué. Mais voilà, de toute façon, on est embarqué dans un pronostic. Donc on va mourir avec nos idées et avec le bon club Bruges. On va continuer, les amis, à faire notre tour un peu d'horizon de ces matchs européens avec le Karabakh Newcastle. J'espère que vous étiez devant, parce que bon, je crois que Karabakh, ils ont oublié de rentrer sur la pelouse la première période. Victoire 6-1 et quadruplé d'Anthony Gordon avec deux pénaltys dans l'eau, dont un qui a provoqué quelques remous avec Kieran Trippier. Je sais pas si vous avez regardé ça, mais en gros, Gordon, il a voulu tout tirer, il a voulu vraiment empiler les stats, et au bout d'un moment, Trippier a dit bon, tu peux en lâcher une pour les copains, pour moi, et limite, les mecs, c'est ouf, ils menaient 5-0 à la mi-temps, et c'est limite s'ils tiraient la tronche, donc scène assez cocasse, pas simple à gérer dans un vestiaire. Curieux de voir la causerie d'Edio. J'aimerais être une petite souris dans ce vestiaire à Karabakh pour voir ce que ça donne. Quand tu as fait un triplé, tu peux faire croquer. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, Anthony Gordon, je crois qu'il est parmi les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Alors, il est derrière le Kicks qui est très très loin. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc en mode, tu vois, il est deuxième meilleur buteur avec 10 buts. Alors là, le top 4, c'est Mbappé, Gordon, Kane, Haaland. Il y a les trois monstres sacrés qu'on pouvait imaginer là. Mais Anthony Gordon, avec 1,11 buts en moyenne par match, fallait l'estimer. Mais voilà, il a profité de ce match pour vraiment empiler les buts. Donc tant mieux pour lui. Surtout que je crois qu'en première ligue, il marque beaucoup moins, non, Anthony Gordon, cette saison. Il en est à combien exactement, notre ami? D'ailleurs, Anthony Gordon, encore une fois, joueur. Bon, il s'est brouillé et tout. Avec 3 buts en 20 matchs. Et l'an passé, c'est 6 buts en 34 matchs. C'est-à-dire qu'en 9 matchs de LDC, il a déjà fait mieux qu'en un an et demi de PL. Voilà, le football. Et encore une fois, c'est cet avantage des clubs anglais à faire des différences sur cette compétition. 5 pénaltys aussi. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison de le souligner. Karabakh, en fait, ce match-là, pour moi, il allait tourner quoi qu'il arrive à l'avantage de Newcastle, mais je m'attendais au retour parce que quand même Karabakh a accroché Chelsea, ça avait fait 2-2. C'est une équipe qui a battu Francfort 3-2, qui a allé chercher sa qualif. Donc le déplacement pour moi c'était le plus compliqué et j'imaginais vraiment pas ce naufrage absolu sur ce qu'on a vu. Et pourtant le gardien Kochalski qui en a pris 6, il lui met 5,8 de notes, mais il a quand même fait 8 arrêts. Il a concédé un penalty, mais à un moment donné sur SofaScore, je regardais la note et le mec c'était la deuxième meilleure évaluation derrière Gordon, alors que son équipe en a pris 5 et qu'il a concédé un penalty. Donc c'est pour dire à quel point la première mi-temps il était en surchauffe, il était hyper balèze. Mais voilà, Newcastle qui se place, équipe qui peut être un petit poil à gratter. Il leur manquera peut-être quelque chose par rapport aux mastodontes européens, mais selon le parcours, on rappelle, forcément pour les Magpies, c'est soit le Barça, soit Chelsea. Soit un truc 100% anglais, soit le Barça. Et dans l'autre sens, c'est Monaco ou le PSG. Donc assez curieux de voir l'affiche potentielle dans ce rendez-vous. Par exemple, un Chelsea-Newcastle, ouais, ça peut être assez rigolo de voir ça en huitième de finale de LDC. On aimerait peut-être partager un peu les nationalités, mais j'affirme pour moi le PSG, on l'a dit hier, l'adversaire le plus intéressant pour eux sur le papier par rapport aux qualités et surtout aux faiblesses, c'est le Barça.
Chelsea, t'as le truc de la revanche de la Coupe du Monde des clubs, mais je pense que le Barça, ça peut leur convenir. Et intéressant de voir comment Newcastle va se positionner maintenant, parce qu'il y a un match au retour, ça peut faire un gros score. Là, t'as City qui arrive, donc tu vas mettre encore une fois la grosse équipe, tu vas pouvoir reposer un petit peu, du monde. Mais c'est vrai que le match, ouais, il a tourné très très vite, hein. Franchement, ça a été archi violent parce que Gordon il marque d'entrée, Tazio qui plante de la tête après le très bon centre de Trippier. T'as Jacob Murphy qui met son but en deuxième période. Ouais, c'est vrai que là, on a assisté à une véritable balade. Et Karabakh, quand je vous le dis, hein, t'avais le stade qui était plein, l'ambiance, c'est notre grand rendez-vous parce que pour eux, oui, ça l'est. Et franchement, ça a été net et sans bavure, quoi. C'est là où tu dis que quand les mecs sont à un tel niveau de motivation, et pourtant, tu vois, ils ont essayé d'emballer le match, ils ont marqué ce but à 5-1, mais ouais, c'était insuffisant pour eux, quoi. Euh, c'est typiquement la confrontation, l'équipe qui a pris une branlée à l'aller gagne 1-0 au retour. Je crois que c'était déjà arrivé avec Arsenal contre le Bayern, ce, ce schéma. Je vois ce que tu veux dire. Karabakh, de ce que j'ai vu, c'est pas l'état d'esprit de Boglugint ou Galatasaray qui eux visent une épopée. Ouais, alors après, bon, bah, ils auront existé dans cette Ligue des Champions, se retrouver parmi les 24, ça peut faire la différence. Et Dimitri qui dit Anthony Gordon titulaire en Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai que c'est le genre de performance, de campagne qui peut le rapprocher peut-être d'une place dans les 26 de Thomas Tuchel. Gordon qui a été plutôt appelé sur les derniers matchs, qui a été blessé en novembre, donc il était absent, mais sinon il a souvent été convoqué. Et il était à l'Euro. Ça, tu vois, quelqu'un disait tout à l'heure, on fera le quiz, l'équipe de Bodo Glimt dans 5 ans. Bah là, hop, petit tips, l'équipe d'Angleterre à l'Euro 2024, faudra se souvenir que Gordon était là, qu'il a joué 1 minute contre la Slovénie. Il y avait aussi Ivan Toney, Watkins, et évidemment l'immense Jarrod Bowen. On va juste terminer un petit mot, ce match que j'ai pas vu, l'Olympiakos Bayer Leverkusen, où l'Olympiakos a marqué un premier but refusé par l'arbitrage d'El Kaabi, arbitrage vidéo, et derrière, Patrick Schick, l'immense, qui a su s'employer pour aller marquer ce petit doublé. Pas mal de gens m'ont dit que Ibrahim Maza était chaud, donc je vais me concentrer là-dessus. Grimaldo passe D, Poku passe D. Donc ouais, Leverkusen, ce qui est intéressant pour eux, au-delà de cette campagne avec des champions et de ce qui va se passer en Bundesliga. Bundesliga, ils sont comment? Parce que là, il faut accrocher les 5. Tu as le Bayern et Dortmund qui sont devant. Et ils vont être challengés quand même, hein, parce que tu as Offenheim, c'est vrai qu'il fait une super saison. Tu as un gros écart avec Francfort, mais tu vas avoir peut-être 4 équipes pour 2 places. Offenheim, Stuttgart, Leipzig et Leverkusen. Ça se tient en 6 points. Et Leverkusen qui a quand même un match en retard contre Hambourg, donc ça peut avoir son compte. S'ils le remportent, ils sont à 3 points de la 3e place, et même ils peuvent viser la 4e en différence de but, ils seront devant, donc intéressant. Mais moi, ce qui me captive avec cette équipe de Leverkusen, c'est à quel point ils préparent l'avenir. Quand tu vois l'âge de certains joueurs, Maza, on peut penser à Christian Kofané, que j'ai bien aimé durant l'Euro, Eki Fernandez, Malik Tillman, t'as Jared Kwanzaa qui est arrivé de Liverpool, t'as Loïc Badé qui est resté sur le banc, t'as Ben Seguir qui est malheureusement toujours blessé, mais c'est vrai que les Leverkusen, avec cette équipe, ce renouvellement de génération, je me demande quel sera un peu le visage et les ambitions en 2026-2027, mais si ça tombe très bien avec un Maza qui, c'est un joueur qui va disputer une Coupe du Monde, Kofané ne sera pas le cas, mais il peut encore bien progresser. Je pense que les Leverkusen peut revenir, pas forcément avec un cycle comme celui de Xabi Alonso, mais une équipe quand même assez attrayante. On a vu que tu as cette coupure un petit peu qui s'est opérée vis-à-vis du cycle Xabi Alonso et la défaite 7-2, où il y avait des restes de cette ancienne équipe, mais que tout n'avait la défense ce soir-là, c'était un cataclysme. Mais c'est vrai que ça peut être une équipe assez sympa. Palacios, incroyable aussi, peut-être l'homme du match avec Schick. Maza, Wisho, je confirme. Poku et Schick ont raté 2-3 occasions au début. Maza a failli marquer aussi. Voilà, ça c'est plaisant. Et ils peuvent tirer qui en 8e? Bonne question, encore une fois, je répète. Ils peuvent tirer soit le Bayern, soit Arsenal. Donc pas mal, parce que si c'est encore une confrontation allemande contre le Bayern, on va serrer. Mais si c'est un Arsenal, alors Arsenal pour moi sera favori, mais un Arsenal qui pense beaucoup à la Première Ligue, un Leverkusen qui a peut-être pas grand-chose à perdre, est-ce qu'ils peuvent réussir à instiller le doute? Ça, j'en suis pas convaincu. Je pense que même si Arsenal, ils pensent à leur PL, ils feront le job à ce moment-là. Et je suis d'accord avec toi aussi, c'est vrai que c'était un match où j'étais un peu sceptique. Est-ce que ça pouvait pas être un piège et une victoire d'Olympiakos en outsider?
Là, voilà, après, il reste un match au retour, hein, c'est que 2 buts, avec encore une fois un effectif, hein, on aime, hein, parce que Podence, Taremi, Jason Martins, El Kaabi, beaucoup de noms qu'on connaît. L'immense, pareil, hein, Lorenzo Scipioni, dédicace à ce beau gosse, Julian Biancone, l'ancien monégasque. Ouais, il y a quelques noms qui font plaisir à voir. Mention spéciale au choc qui a fait très mal entre Pirola et Red Sauce, les deux défenseurs Olympiakos. Oh waouh! Ah ouais, c'est vrai que. De toute façon, moi, comme d'hab, les matchs que je peux pas voir, je vais voir au minimum le résumé. Et ça m'intrigue de voir un petit peu certaines performances, peut-être les focus, comme je vous dis, d'Ibrahim Maza. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine avec Atlético Bruges. 18h45, très sympa celui-ci parce qu'on va pouvoir se concentrer à 100% sur cette affiche et voir ce que ça donne. À 21h, on aura le Newcastle Karabag, le Leverkusen Olympiakos et surtout l'Inter Bodo Glimt. Est-ce qu'il y aura la remontée, l'exploit? Et puis le lendemain, Atalanta Dortmund, c'est à 18h45 et on aura du coup Juve Galatasaray, PSG Monaco et Real Benfica à 21h. Juste pour info, je pourrais pas faire de live après les matchs du mardi soir, mais je serai là évidemment le mercredi soir. Et du coup, on fera un big récap de tout ce qui s'est passé sur ces barrages retour. Les amis, je crois que je vais pas dire que l'heure est grave, hein, évidemment, hein, c'est que du football, mais il faut qu'on évoque une certaine équipe et une certaine performance du côté du Molineux Stadium où c'est pas Ruben Neves qui a donné des frissons, des sueurs froides aux adversaires des Wolves, mais c'est bien l'équipe dernière de Première League, seulement 9 points avant le coup d'envoi, qui allait chercher son match nul contre Arsenal à la dernière minute, contre son camp de Calafiori. Comme je vous dis, c'est à double tranchant. Soit c'est le match qui peut entraîner la chute d'Arsenal avec City qui peut revenir à 2 points potentiellement, soit c'est le truc où on se dit bon les gars on arrête de faire les cons, mais ça avait pas mal de matchs. Et d'ailleurs j'ai souvenir d'une déclaration, merci Kodousen pour le petit prime, ça fait super plaisir l'ami, d'une déclaration de Declan Rice après un match, je sais plus si c'était contre Nottingham, mais il avait dit en mode qu'on arrête de jouer comme ça, qu'on arrête d'avoir la peur au ventre, qu'on joue comme on l'a fait souvent dans l'ère Arteta, et c'est le cas. Et ouais, j'ai l'impression que de plus en plus cette obsession, cette quête du titre, ça leur rentre dans leur tête. Et peut-être que, au final, c'est le genre de match qui va finir par leur échapper. Parce que, oh, c'est terrible le message de Théo. Je regarde le plafond depuis 1 heure à cause de cette équipe. Ouais. Alors, encore une fois, j'ai pas vu le match, hein, je préfère préciser. Mais comme j'ai dit, d'un point de vue statistique, voilà, 5 tirs contre 10. 4 cadrés 2, 1,86 d'XG contre 0,29. Donc ils ont marqué sur les petites miettes les Wolves. Et c'est vrai que quand on regarde peut-être les compositions, avec l'immense Angel Gomez qui était là, on a quoi? On a Bueno, Mosquera, Crécy en défense, Bueno, André Gomez, Chachua, Bellegarde. Ah, ça fait plaisir ça aussi. Mané et Armstrong en attaque. Et en face, tu avais Saka, c'est vrai, qui était aligné en 10. Gyökeres, qui, j'ai l'impression, est vraiment passé à côté de sa rencontre. Et c'est pas la première fois, même s'il y a peut-être une période un peu d'accalmie ou de mieux d'un point de vue statistique. C'est comme vous voulez. Mais ouais, c'est un choke qui va peut-être faire mal au crâne, qui va causer des dégâts. Va falloir être un peu vigilant sur ce qui va se dire sur l'après-match parce que aujourd'hui Arsenal occupe cette place du coup de leader, 27 journées 58 points, mais City bah voilà, hein, s'ils gagnent ils reviennent à 2 points et 2 points à 11 journées de la fin, ça change beaucoup de choses, je vais pas vous l'apprendre. Et surtout encore une fois Wolverhampton, équipe quasiment condamnée parce que quand tu as 17 points, 18 avant le début de la rencontre sur bah voilà, le 17e, voilà, tu prépares, c'est une équipe qui prépare son retour en Championship, c'est ce qu'il faut pour voilà, redonner un élan. Mais bon, bah des fois, tu n'as rien à perdre. Une victoire en 27 matchs quand même pour Wolverhampton, c'est waouh, c'est un bilan qui est plus que terrifiant. Donc, ouais, c'est forcément un scénario. Mais j'ai pas envie de dire que ça pendait au nez d'Arsenal depuis un moment, mais on a senti quand même des résultats peut-être un peu plus en dents de scie. Voilà, le 1 partout contre Brentford avec l'égalisation sur la touche longue. T'as eu la défaite contre United, t'as eu c'est vrai ce match j'ai parlé tout à l'heure contre Nottingham, le 0-0 très attentiste contre Liverpool.
Donc, ouais, même j'ai remonté à ce match de décembre, l'aller contre Wolverhampton, où il le remporte à la dernière minute, 90 plus 4. Hein. Donc, ça n'a pas été évident dans ce sens, surtout qu'ils avaient pris un but à la 90e. Voilà, ils ont quand même, tu vois, connu une période de bien. Ils avaient battu Aston Villa 4-1, l'équipe qui était en boulet de canon. Et ils ont bien négocié leurs deux demi contre. Chelsea, ils ont aussi à leur crédit de faire le 8 sur 8 en LDC et c'est pas donné à tout le monde. Mais ouais, petit à petit, on sent, comme tu dis, 8 sur 15 sur les 5 dernières journées. Ouais, ça peut quand même commencer à faire un petit peu grincer des dents. Après, bah, tu vois, le 3-0 contre Sunderland était, je trouve, bien maîtrisé. Mais comme je vous disais, il faut qu'on regarde aussi peut-être certains calendriers. Tu as le derby North London Derby contre Tottenham, la première d'Igor Tudor, donc match spécial des deux côtés. Tu reçois Chelsea ensuite, tu vas à Brighton, tu as aussi de la coupe au milieu, Mansfield, et puis tu as City la finale. Tu auras aussi ton tirage au sort de LDC, donc Leverkusen, Olympiakos ou Dortmund Atalanta. Ensuite, tu reçois Everton, Bournemouth, Newcastle, Fulham, Burnley, et tu vas à Palace, West Ham et surtout City. C'est vrai que tu as quand même encore quelques petits tournants qui vont être assez intéressants à jauger, à juger. Oui, City qui a un gros calendrier. C'est pour ça que moi, ce soir, je vous dis pas le titre est terminé, c'est bon, il s'est effondré tout. Moi, j'y crois encore parce que si Arsenal est imparfait et commence à trébucher, que dire d'autres poursuivants qui ont aussi perdu des points en route. Même si c'est vrai que City, tu as eu ce succès 3-0 contre Fulham, tu as eu le succès à Liverpool, mais entre-temps, ouais, tu as eu la défaite dans le derby, tu as eu ce 2-2 contre Tottenham, donc aussi, tu vois, ils ont un rythme qui n'est pas en boulet de canon, qui n'est pas une dynamique de champion. Mais ouais, City qui va du coup recevoir Newcastle, Forest, Palace, Brentford, Aston Villa et Arsenal, et qui va se déplacer à Bournemouth, Everton, Burnley, Chelsea, West Ham, Leeds. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a des équipes dedans, genre Leeds, le Leeds de Daniel Farke, qui accroche pas mal de gros. Bon courage hein, pour aller là-bas. Donc, il faut s'attendre à ce que City perde des points. Est-ce que City est capable de faire un sans faute? J'y crois pas forcément. Mais c'est encore une fois, la balle est dans les pieds d'Arsenal et à quel point ça peut leur chauffer les pieds. Ouais, c'est ça, City est pas assez bon pour en profiter. Ça, je suis d'accord avec vous. On va faire, vous savez quoi, comme d'habitude, le petit sondage pour prendre la température. Moi, à cet instant précis, je reste sur Arsenal parce que même si voilà, ça peut, on peut dire, ça commence à s'enrayer. Je vois une équipe qui a de la ressource, qui a une profondeur de banc, qui va pouvoir jauger un petit peu cet enchaînement de calendrier, et d'autres vont être exposés à ça aussi. Mais oui, par contre, City qui revient à 2 points, on s'attendait à ce qu'on ait un gros suspense pour la Ligue des Champions avec voilà, Liverpool, Chelsea, United, ça va être sympa. Mais je dis pas que le titre était terminé, mais je trouvais qu'Arsenal avait quand même ce match-là et cette régularité que d'autres n'avaient pas. Bah là, peut-être que ça remet en question certaines choses. City qui va peut-être laisser de l'énergie face à l'ogre Bodo Glimt en LDC pour l'appel. C'est vrai, ça c'est pas bête. C'est vrai que Bodo Glimt peut être un arbitre inattendu dans ce sens. Non, non, c'est franchement, c'est vrai que j'ai regardé le résultat, enfin surtout j'ai vu les alertes, j'ai vu bon, 2-0 Arsenal, tranquille, Saka 5ème, Incapié 56ème, et voilà, Bueno qui réduit l'écart à 61ème, et surtout le but à la fin, allez le voir, parce que c'est un peu un CSC, c'est un mini billard quoi, donc on va voir, on va voir. Mais ouais, grosse surprise hein, en découvrant ces résultats, les amis. Ça, c'est quand même une certitude. Pour moi, City perd des points dès Newcastle ce week-end. Le truc, c'est que si c'était si c'était tac tac à St James Park, je t'aurais dit oui. Mais là, comme c'est à l'Etihad, et je trouve qu'il y a pareil un double visage pour les Magpies selon s'ils reçoivent ou pas. Donc on verra. Pour l'instant, le sondage, vous êtes plutôt Arsenal à 58%, donc c'est pas, tu vois, une avance confortable, considérable. On va terminer par deux informations. Le Milan qui fait un partout contre Com, donc c'était quand même un match voilà, en retard qui pouvait peut-être permettre aux Milanais de récupérer potentiellement 5 points juste en retrait vis-à-vis de l'Inter. Finalement c'est qu'un, mais je sais pas si vous avez vu le premier but de Com, c'est Mike Maignan qui avait décidé de parier tout simplement Nico Paz, premier buteur, parce que Mike Maignan est face au jeu, t'as Nico Paz qui fait un semblant de pressing,
Maignan qui fait une passe directe à Nico Paz. Et alors là, bah, le gamin, il s'est pas fait prier, hop, il a transformé facilement. C'est rare de voir Maignan. Alors, il y a eu un Maignan l'an dernier qui a pu faire des petites erreurs de main, d'appréciation, mais une erreur comme ça de relance, c'est pas courant. Donc je me suis dit, tiens, le com de Fabregas qui va peut-être en profiter. Et finalement, ils sont revenus avec un but de Léao. Ouais, ça, il y a Rabiot qui était suspendu, qui avait pris son carton rouge, Jiménez qui est toujours pas là. Donc ça cale un petit peu. Mais je crois que ce week-end en Italie, tu as des matchs assez intéressants. Tu as Juve Com. Voilà, la Juve qui va affronter quand même Com entre ces deux matchs contre Galatasaray. Bon courage. Et le week-end d'après, tu as surtout Roma Juve qui peut être assez déterminant dans la course à la Ligue des Champions. Sale semaine pour Prusse. Aïe, 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 aïe. Le bon vieux Prux Panette, ça c'est vrai que c'est pas évident. Surtout que Newcastle joue dans 72 heures avec le déplacement d'Azerbaïdjan. C'est vrai que c'est un déplacement qui peut être assez long pour les bons vieux gars de Newcastle. Et enfin, on termine par cette information. Bon, c'était on va dire un secret de polichinelle, hein, mais Habib Beye devient le nouvel entraîneur de l'OM quelques jours après avoir quitté le Stade Rennais. Il succède à Roberto De Zerbi. Il ne sera pas resté au chômage longtemps, sitôt évincé de l'équipe première du Stade Rennais. Le technicien retrouve un banc de touche et pas n'importe lequel. Comme pressenti depuis plusieurs jours, il devient le nouvel entraîneur de l'OM qui vient de se séparer de De Zerbi. Ironie du destin, c'est vrai que les deux hommes s'étaient affrontés en huitième de finale de la Coupe de France emportée par l'OM. Victoire en cache-misère puisque dans la foulée, les Olympiens ont essayé une sévère correction au Parc des Princes. La position de De Zerbi n'était plus tenable, surtout après l'élimination avec des champions. Et il n'est pas parvenu à corriger les régularités chroniques de son équipe. Conforté par McCourt, Benassia, après le petit coup de pression, il est donc revenu presque avec les pleins pouvoirs. Il a donc choisi Habib Beye, lequel devra faire repartir de l'avant cette équipe. La qualification avec des champions, on rappelle l'OM est à 5 points de Lyon et mieux vaut être troisième que quatrième parce que je répète mais c'est important surtout pour les clubs de Ligue 1 qui ont du mal dans ces tours préliminaires. Là tu peux te taper plus un été assez chaotique. L'OM annonce la nomination d'Habib Beye au poste d'entraîneur de l'équipe première, bon retour chez toi et autre objectif bien sûr la Coupe de France, le quart de finale à venir contre Toulouse. Ce dernier obtient à 48 ans le plus grand poste de sa carrière, contrat de 18 mois, c'est vrai jusqu'en juin 2027. Celui qui l'a toujours fait rêver, alors que son expérience n'est pas si importante que ça. Ouais, un an à Rennes, un peu plus au Red Star, qu'il avait fait monter du National en Ligue 2. Il est parvenu à maintenir l'écurie rennaise en Ligue 1 la saison dernière et à contribuer à l'essor de quelques jeunes éléments. Bey n'a jamais réussi à retrouver de la régularité dans le résultat, pas aidé par une attitude dont le vestiaire s'est vite méfié. C'est pourtant là où il sera attendu à Marseille. C'est vrai que les tensions avec le vestiaire, les tensions avec Brice Samba à Marseille, ça va pas être quelque chose. Alors du coup, vous dites, alors à la guerre avec Habib, j'ai confiance. Pas un mot sur l'éventé Villarreal. C'est vrai, désolé, j'ai déçu mon public. Et par contre, important, le sondage qui sera champion City ou Arsenal, 62%. City. Donc pour vous, il s'est passé quelque chose ce soir. On verra par la suite. La photo de l'annonce, ils annoncent PNL. C'est vrai que la photo de l'annonce, Habib Beye, là, c'est clairement deux frères, quoi. Il manque son pendant. Il manque Pancho Abardonado pour l'épauler. Tac, tac. J'espère que ça va motiver les joueurs. On lui souhaite pas bonne chance, évidemment. J'y crois zéro. En fait, moi, je suis partagé, les gars, parce que j'estime que pour 3 mois, ça peut prendre. Pour 3 mois, il récupère un effectif, je répète, que beaucoup d'entraîneurs aimeraient avoir, et surtout en Ligue 1, c'est un très bon matériel. C'est réussi à faire les bons choix, à trouver des clés, à mettre le bon 11 qu'il faut, peut-être arrêter un peu la rotation qui a fini par perdre De Zerbi, ça peut être intéressant. Tu as cet objectif Ligue des Champions, tu as également la Coupe de France. On va regarder peut-être un peu le calendrier de l'OM pour terminer. Moi, là où je suis plus circonspect, c'est pour l'après. Sur la durée, est-ce que ça peut tenir? Quand on voit les résultats, la perte assez vite, j'ai l'impression que les cadres au vestiaire, ça s'est brouillé, les Fofana, les Blas, les Samba, ça n'a pas été évident. Mais il y en a d'autres avec qui j'ai l'impression que les Rongier, par exemple, ça a tenu. Donc peut-être c'est plus une histoire de personnalité. Donc, premier match du côté de Brest vendredi. Ensuite, première au Vélodrome. Là, franchement, c'est des fois le destin. Réception de l'OL pour peut-être un 16e de finale, un 8e de finale avant l'heure. Je ne sais pas comment on peut l'interpréter pour la Ligue des Champions. Ensuite, tu as le double match contre Toulouse, dont le quart de Coupe de France. Derrière, tu reçois Auxerre, Lille, Metz, Nice, Rennes. Hop, autre retrouvaille. Et tu vas à Monaco, Lorient, Nantes et Le Havre. Pour moi, le top 3, j'y crois encore. Franchement, c'est aussi la question de l'enchaînement des matchs de l'OL qui va peut-être les épuiser en fin de compte.
Après, apparemment, à Rennes, c'est aussi parce que le DS lui savonnait la planche, si j'ai bien compris. Je pense que ce ne sera pas le cas à l'OM. Non, c'est vrai que la relation avec Pouille était très particulière et que bah, ça ne s'entendait pas et que voilà, c'était qu'une question de temps avant que ça ne s'arrête. Là, si c'est vraiment le choix de Benassia qu'il a imposé et qui est même revenu dedans en patron, ça peut être quelque chose. Ce serait drôle si Rennes finit devant. C'est vrai que ce club nous a réservé tellement de surprises. Moi, je vous avoue que bon, il y a une sorte pas d'émerveillement, d'étonnement, mais ce qui se passe depuis 3 semaines, c'est loufoque. Mais je reste quand même sur mon idée que c'est un bel effectif, que il faut juste réussir à remettre ça à l'endroit, trouver un petit peu les bonnes connexions, relancer certains joueurs. Hein, j'insiste, c'est un des chouchous de la maison, mais voilà, c'est un joueur que j'apprécie. Vermeuren, par exemple, des gars comme Pavard. Voilà, hein, comment un Big Bay va s'entendre avec un gars d'expérience qui est Benjamin Pavard. Ça peut être assez intriguant. Bon, en tout cas, moi je pense que ça va bien se passer là, ces 3-4 mois. L'après, je sais pas, parce qu'encore une fois, Benassia, c'est aussi important. Il a dit que il voulait partir, finalement il reste parce que Marco tu lui as demandé, mais quid en juin 2026, qu'est-ce qui va se passer? Longoria lui aussi veut s'en aller. Habib Bey qui va récupérer du coup peut-être un nouveau président, un nouveau directeur sportif. Est-ce que ça va coller avec les deux? Ça peut coller avec un, mais avec les trois en même temps, cette synergie qu'on a pu voir au départ entre deux Zerbi, Longoria, Benassia, qui a fini par s'effriter, c'est jamais simple. Hein. Le football est un monde très particulier. Encore une fois, hein, ça rappelle certaines séries à rebondissement où c'est presque politique, où il faut bien se placer, bien se faire voir et tenir le plus longtemps et éviter ce fameux déclassement. C'est ce qui est arrivé à Jean Carriero, c'est ce qui est en train d'arriver à Paulo Longoria. C'est peut-être ce qui devait arriver à Benassia qui finalement l'a anticipé. En tout cas, ouais, très curieux de voir comment Habibé va récupérer ça. Et c'est vrai que pour lui, sa trajectoire entraîneur, déjà je trouvais que arriver à Rennes, c'était tôt. Je voulais le voir quand même peut-être faire une saison en Ligue 2 avec le Restar, mais peut-être avec une autre équipe ambitieuse, tu vois, qui a des moyens. Tu vois, par exemple, un Lorient, un 3, même si on peut se moquer d'eux, un Metz qui fait l'ascenseur, mais en Ligue 2, ça a quand même de la gueule. Là, il a récupéré quand même Rennes, qui est, voilà, on dit souvent le sixième budget, une équipe qui investit pas mal sur le mercato, donc c'est très bien. Il a pu avoir des joueurs, des ambitions. T'as raison de rappeler ce truc avec Arnaud Pouille, ça n'a pas été évident. Là, Marseille, après sa trajectoire d'entraîneur qui est assez maigre, c'est quand même un très beau tremplin. Franchement, chapeau, hein, parce que arriver aussi vite à ce poste-là, surtout quand tu vois les derniers résultats à Rennes, où le début d'année 2026 est catastrophique. Donc tant mieux pour lui, ça, parce que voilà, il a obtenu ce job, il a pas volé, il a pas triché, mais maintenant c'est à lui de jouer, beaucoup de responsabilités. Et comme tu le dis, final, hein, je suis d'accord avec toi, ça peut péter assez vite vu l'environnement. On marche sur des braises, hein, parce que voilà, la séquence récente, Bruges, PFC, Paris SG, Strasbourg, ça a laissé des traces. T'as eu des banderoles, t'as eu des tags à la commanderie. Si, imaginons, Bay, voilà, je sais pas, il gagne à Brest, mais il perd contre Lyon et il perd le quart final de Coupe de France, on sera une semaine après son arrivée, ça peut déjà être archi bourbier. Donc, quand même un peu intrigué de voir comment ça peut tourner pour lui. Mais maintenant, voilà, comme je te dis, l'équipe, elle est sympa. Enfin, si il réussit vite à se mettre dedans, voilà, il y a des joueurs qui me plaisent bien dans cet OM. Et pour un entraîneur qui a finalement pas tant d'expérience que ça, ouais, il a de quoi se faire la main. Les amis, on va arriver au bout de cette émission, de ce débrief Ligue des Champions, un peu de récap foot étranger et évidemment la situation à l'OM qui continue d'être un fil rouge. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir été aussi nombreux en cette soirée particulière sans club français. Mais on a vibré grâce à Bodoglin, grâce à Newcastle, grâce à Bruges et quelque part Wolverhampton Arsenal. Donc c'était très sympa. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire d'autres lives d'ici le dimanche, le débrief Ligue 1. Peut-être que vendredi, peut-être qu'on trouvera un créneau. Je crois qu'il y a peut-être aussi un truc qui se prépare avec hors-jeu. Donc on vous tiendra au courant pour voilà, peut-être faire une preview Ligue 1. Sinon, bah, n'hésitez pas, si ça vous a plu encore une fois, de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire sur YouTube. On est aussi en podcast sur le COP de Scipion, Deezer, Spotify et Apple. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit les boss. Salut à tous.